France de Natacha. Allez, à tout à l'heure, Laurent. À tout à l'heure. Traduction simultanée de Thomas Soto pour annoncer la revue de presse. Et traduction très libre. Hein. Natacha Polony, libre. bonjour. Bonjour Thomas, bonjour Julie, Bonjour. et bonjour à tous. Ce matin, une de vos journaux, on prend les mêmes et on recommence. Le Monde, d'échéance, la droite désormais aussi divisée que la gauche. L'Opinion, Valls-Hollande, un couple menacé de déchéance. Mais il y a un autre couple dont on scrute les hauts et les bas. Libération avec photo de Florian Philippot murmurant à l'oreille de Marine Le Pen. Crise identitaire. Pendant ce temps, certains hurlent dans le silence des politiques. Marianne, paysans, ouvriers, taxis, enseignants, la grande colère des abandonnés de la République. On commence avec l'orthographe et je ne sais pas pourquoi, mais je sens que ça va vous agacer. C'est-à-dire surtout, c'est le sujet qui passionne ce matin, vous savez, le sujet crucial, le sujet urgent, qui impose qu'on prenne position, c'est l'accent circonflexe. Le Figaro, la réforme de l'orthographe suscite un tollé. Bon, alors 20 minutes, lui, se paye le luxe d'une boutade à ses lecteurs. En une, bonne nouvelle pour 20 minutes, les manuels scolaires appliqueront à la rentrée 2016 la réforme de l'orthographe. Plus la peine donc de nous signaler nos fautes, oui, parce que c'est quand même un peu le principal courrier que reçoivent les rédactions. Dans le Figaro, une professeure, Anne-Sophie Le Tac, signe un joli texte de défense et illustration de l'accent circonflexe. Il est coupable de terroriser les enfants, dit-elle. Mais elle ajoute une phrase qui pointe immédiatement l'absurdité de cette réforme lancée là pour occuper l'espace médiatique. Alors que des élèves de niveau universitaire, écrit-elle, écrivent sans sourciller le mot vacances avec la terminaison ENT comme s'il s'agissait d'un verbe, on conçoit qu'il est difficile d'imposer un usage aussi vieux jeu et retors, surtout quand il s'agit en même temps de faire descendre les élèves des tables. En bon français, on appelle ça donc un leurre. Et l'édito le plus discret du jour, c'est Libération qui discrètement donc a collé un petit chapeau, un petit accent circonflexe sur le second i de son logo. On parle d'Emmanuel Macron à présent. Oui, il est assez amusant de lire dans Le Parisien le compte-rendu de la visite à Bercy de jeunes de banlieue qu'il s'agissait de mettre en contact avec des entreprises. Pour l'occasion, Victor Tassel s'est rendu à l'université de Saint-Denis pour demander aux étudiants ce qu'ils pensaient d'Emmanuel Macron. Un futur professeur d'histoire répond « S'il est arrivé aussi haut, c'est qu'il a travaillé d'arrache-pied, cela, on ne peut que le respecter. » Et puis franchement, ajoute-t-il, quand tu es ministre et que tu as beaucoup de fric, c'est que tu as bien réussi ta vie. Gageons que le futur professeur saura faire prévaloir devant ses élèves la primauté du savoir désintéressé. Mais il y a un autre combat du ministre qui fait la une du Parisien cette fois. La guerre des panneaux est déclarée. Un décret de la loi Macron, qui décidément fourmille de bombes à retardement, prévoit de réautoriser l'affichage publicitaire à l'entrée des petites villes de moins de 10 000 habitants. C'est vrai que dans un pays qui ne vit plus que par le tourisme, ce serait dommage de préserver la beauté des paysages. Alors, argument du lobby des publicitaires, les maires des petites villes pourront toujours s'opposer à l'implantation de ces panneaux. Mais en période de baisse des dotations de l'État, 150 000 € annuels, ça ne se refuse pas. Pour l'instant, Ségolène Royal affirme qu'elle ne signera pas le décret. 44 000 personnes ont déjà fait connaître leur opposition sur le site du ministère. Mais quand on n'a rien à proposer pour modifier la donne économique, on grappille des bouts de chandelle dans une loi qui ne distille ses prescriptions ubuesques que très longtemps après. Le magazine Society s'intéresse à l'organisation État islamique. Exactement. Tous les journaux ont évoqué les départs de la jeunesse tunisienne pour le djihad. Mais curieusement, aucun ne s'était intéressé jusqu'à présent aux voisins marocains. C'est ce que fait Society avec un reportage édifiant sur cette ville, Fnidek, 80 000 habitants, près de l'enclave espagnole Ceuta, et qui a vu déjà partir 350 de ces jeunes. Une ville née de la contrebande, de la drogue et des armes. On est venu manger le cerveau des jeunes ici, explique le patron d'un bar. Sans travail, sans avenir, ils partent servir de chair à canon à l'État islamique. Alors il y a des efforts bien sûr, 3 lycées maintenant au lieu d'un seul, une goutte d'eau dans le désert. Alors jeunesse tunisienne, jeunesse marocaine, mais également Natacha, jeunesse syrienne. Exactement, c'est un nom en dernière page du Monde, Rukia. Alain Frachon a voulu lui consacrer une chronique comme un tombeau de mots. Rukia Hassan Mohamed avait 30 ans et elle a été exécutée par l'État islamique à Raqqa parce qu'elle avait fait de ses messages sur Facebook un défi permanent au brut totalitaire. Et puis il y a d'autres formes de résistance. Une page du Figaro nous raconte comment des jeunes volontaires syriens de Daraya, dans la banlieue de Damas, ont décidé de fonder une bibliothèque. Sous les bombes, ils ont récupéré des livres, inscrits minutieusement dessus le nom du propriétaire pour qu'ils puissent les récupérer une fois la guerre finie. Et ils prêtent gratuitement les ouvrages de poésie pour que la population puisse se délecter de ces chants d'amour. On parle armes à présent, armes flottantes. Oui, c'est incroyable. C'est un autre reportage du magazine Society. Sur les photos, on voit des hommes tatoués, crâne souvent
rasés, suivre leur entraînement sportif sur le pont d'un bateau. Entre mer Rouge, golfe d'Oman, une vingtaine d'armureries flottantes remplies de gardes privés proposent leur assistance aux pétroliers qui souhaitent éviter les pirates. On est entre attaques hyper violentes et attentes interminables. Tu as déjà regardé à travers une fenêtre pendant 4 heures sans bouger, demande l'un d'eux au reporter. Pour passer le temps, celui-là, il se construit une maison dans sa tête. Mais pas seulement l'extérieur, dit-il. Je construis cette putain de maison clou par clou, porte par porte. Mais tant que les chalutiers chinois, coréens, japonais ou iraniens viendront braconner au large de la Somalie, les pêcheurs ruinés se transformeront en pirates. Et on termine, décidément, il vous a plu le numéro de Society, Et oui, cette il y fois-ci. avait plein de choses formidables, dont cette enquête sur des gens qui sont peut-être plus lucides que nous, qui se préparent à ce qui doit inévitablement arriver, une attaque de zombies. Ah. Oui, il y a David, 28 ans, qui se dit ultra préparé. 9 personnes sur 10 ne savent même pas faire un feu, dit-il. Alors comment veux-tu qu'elles survivent ? Et Sébastien, parisien de 32 ans, qui a déjà préparé sa fuite dans sa maison de campagne du Loiret. Il a fondé le collectif français anti-zombie avec des avocats, des infirmiers, des chercheurs aussi. Ces professionnels nous ont bien expliqué qu'un virus, ça peut changer quelqu'un au point que cette personne ait envie de bouffer les autres. Donc c'est largement possible qu'on ait une couille à ce niveau-là dans le futur. Et puis il ajoute, ma position, c'est qu'on a des gros malades à la tête de ce monde et qu'on peut avoir une méga tuile du jour au lendemain. Imaginez si vous avez un milliardaire qui décide de se taper un délire. C'est vrai, ça, on ne se méfie pas assez de Donald Trump, je trouve. La revue de presse de Natacha Polony. Avez-vous trouvé le mot qui n'avait jamais été prononcé depuis 4 ans par Natacha dans la revue de presse ? Vous n'avez pas entendu ? Non. Ah bah si, moi j'ai entendu. Bon, vous revenez... vous avez dit couille, quoi. Je n'ai jamais entendu dire un truc pareil dans la revue de presse sur Europe 1. Allez, Mais c'était dans une citation, c'était pas moi. Bon, ça va, il y avait des guillemets. On vous retrouve lundi à 8h30 quand même.